aller-retour et on va retourner à l'architecture et plus précisément à l'urbanisme. Donc une collection aussi à l'œil d'or consacrée aux travaux d'urbanisme avec des titres tels que Transformation des horizons urbains. Alors pour ce texte, on a la chance d'avoir un comédien qui a bien voulu faire la lecture. C'était un petit peu un défi de vous présenter une succession de colloques ou de textes assez universitaires. Et pour le... Je vais me permettre juste avant que Laurent lise pour que vous compreniez la difficulté du choix. Ce sont de très très beaux bouquins, mais là on est vraiment dans quelque chose d'un peu pointu. Je vais juste vous lire la table des matières. Du local au global, des usagers aux professionnels, la multiplication des horizons urbains, les changements de l'expertise et de ses usages, la vulnérabilité de la ville et ses expertises, place des démarches de gestion économique et financière, les techniciens pilotes des projets d'aménagement urbain, des intermédiaires entre technique et politique, conception architecturale et nouvelles activités expertes, face à face urbain, des usages et des offres, Beaubourg, les Halles de la Villette, entre programmation spatiale et appropriation sociale. Un dispositif spatial à l'encontre ou à la rencontre des usagers, l'introduction du logement individuel autonome dans les foyers de travailleurs migrants. La mobilité quotidienne, instrument de la mobilité ou ségrégation. La fabrique urbaine au travers des cadres de l'action publique. L'invitation des services d'assainissement dans la fabrique de la ville, une nouvelle forme de politisation des services, etc. C'est tout un poème. Mais c'est très... on pourrait faire une liste de tables des matières comme ça et arriver à un texte très surréaliste. On s'est dit qu'on n'allait pas vous épargner ça. Voilà, donc vous allez le subir, mais grâce à Laurent, ça va avoir un peu d'allant. Des conditions de vie de la tranche la plus pauvre de la population installe progressivement sur le devant de la scène politico-médiatique les notions de fragilité et de population fragile, accompagnant un volontarisme croissant de différents acteurs socio-économiques pour enrayer cette dynamique. Lutte contre les inégalités, programme favorisant l'accès aux services pour les personnes en situation de fragilité, discrimination positive ou encore simplification des supports existants, les administrations autant que les entreprises tentent de se rendre plus accessibles aux personnes fragiles. Ces acteurs tentent d'identifier les difficultés rencontrées par ces individus vis-à-vis de l'offre proposée et envisagent des solutions aux problèmes spécifiques d'accès. Cette vision des inégalités et de leur réduction repose sur l'hypothèse d'une aptitude réduite des populations fragiles à se saisir des offres de services, qu'elles soient privées ou publiques. Ce défaut d'aptitude renvoie essentiellement aux différences de ressources dont seraient dotés ces individus en termes de compétences organisationnelles et cognitives, voire de capacités financières. Partir des difficultés d'usage observées pour caractériser la fragilité est par exemple la vision de la Poste. Cette entreprise définit la fragilité par l'incapacité à utiliser son offre commerciale de façon satisfaisante. La fragilité, dans ce cas précis, renvoie non seulement à des difficultés liées à l'utilisation d'un automate ou d'une machine, mais aussi à des usages organisés sur des logiques et rationalités différentes de celles construites par l'entreprise. Par exemple, ne pas privilégier le service le plus efficace ou le plus adapté est reconnu par la Poste comme un usage du service non satisfaisant. Cette caractérisation de la fragilité par la Poste, qui repose essentiellement sur une hypothèse d'inégale compétence des individus dans l'accès et l'usage à une offre de service, est pertinente pour identifier parmi les usagers et clients les handicapés de l'offre et trouver des solutions qui permettent à ces derniers de se conformer à un usage normalisé. Pour notre part, nous faisons l'hypothèse que l'inégale compétence des individus dans l'accès et l'usage à une offre de service ne révèle que partiellement des situations individuelles de fragilité, voire d'exclusion. En effet, nous émettons l'idée que les personnes fragiles peuvent opter pour des manières de faire en dehors des voies balisées et supposées leur convenir ou non, et construire les propres solutions pour dépasser un problème. Nous faisons en conséquence l'hypothèse de ce qui caractérise les personnes fragiles ne sont pas tant les inaptitudes d'accès et d'usage des services
que les solutions qu'ils élaborent pour répondre à leurs problèmes. Non, la capacité générale qu'elles ont de réagir au quotidien face aux situations difficiles et de mener le combat contre l'exclusion sociale. Pour étayer cette hypothèse, nous avons mené un travail exploratoire auprès d'une quinzaine d'individus fragiles sur la base méthodologique d'entretien qualitatif semi-direct. Nous avons cherché à mettre en évidence les comportements de personnes confrontées à l'accès et l'usage des supports d'information et de communication abstraits. C'est-à-dire des documents ou des machines nécessitant une capacité d'abstraction de la part de celui ou celle qui interagit avec ces supports. Plus exactement, nous avons exploré leur comportement dans 3 situations nécessitant un recours à ces supports. Le fait de se repérer dans l'espace à l'aide d'une carte ou d'un plan de transport, l'utilisation d'un automate ou d'une machine ayant pour vocation de remplacer l'humain, et le fait de remplir des formulaires administratifs ou autres demandes d'aide officielle. Parmi les machines et automates, l'accès et l'usage du téléphone portable faisaient partie du questionnement. Il s'agissait pour nous d'identifier les problèmes rencontrés dans chacune des situations et les solutions construites pour contourner les difficultés d'usage de ces supports. Ce travail a été mené par le groupe La Poste 1. Il devait apporter un regard complémentaire à une enquête précédente qui avait mis à jour les difficultés rencontrées par des personnes fragiles dans un bureau de poste afin de construire des aides ad hoc pour ce public. Le téléphone portable ou outil majeur dans la lutte contre l'exclusion, dans leur lutte contre l'exclusion, pardon. Alors en étudiant le rapport des fragiles au téléphone portable, nous avons pu constater que ce dernier était un outil majeur dans les stratégies de contournement des difficultés du quotidien. Il est majeur car possédé par la plupart d'entre eux, qui par d'ailleurs n'affichent pas de difficultés dans son usage. Ces constats sont révélateurs du fait que les personnes fragiles enquêtées ne sont pas forcément plus en difficulté que tout autre concernant l'accès aux services. Comme précédemment, ils remettent en cause assez largement dans notre population l'hypothèse d'une moins grande compétence dans l'accès et le recours à des supports abstraits pour caractériser la fragilité et l'exclusion de ces personnes au service. Pourquoi ces personnes détiennent-elles un téléphone mobile La question est d'importance car ces personnes disent d'un côté que cet outil est coûteux par rapport à leurs moyens financiers très limités et de l'autre qu'elles arbitrent si nécessaire en faveur de dépenses pour cet outil au détriment des dépenses alimentaires. Joignabilité, identité, logement virtuel. 3 missions essentielles confiées au téléphone portable. À l'aune de l'analyse des discours de ces personnes, il apparaît que le téléphone portable assure les 3 missions citées. En premier lieu, la détention personnelle d'un téléphone portable leur permet d'être insérés dans un réseau social, de joindre quelqu'un et d'être rejoints à tout moment, ce qui a priori renforce leur accessibilité générale à tous et à tout et augmente leur potentiel d'intégration sociale. Dans une société où la mobilité se pose comme une valeur essentielle de l'intégration sociale, entre parenthèses Le Breton 2005, Jouffre 2007, il faut être réactif et mobile. Or, le téléphone portable préfigure la mobilité à double titre. D'une part, parce qu'à la manière de son grand frère, le téléphone fixe, il permet le transport d'informations orales, et d'autre part, parce qu'à l'inverse de ce dernier, il rend conciliable le fait d'échanger ces informations orales en situation de mobilité et sans ancrage à un lieu précis. La communication s'établit ainsi entre des personnes potentiellement mobiles plutôt qu'entre des lieux bien définis car localisés précisément. Entre parenthèses, Jaurès-Guilbéry 2003, Lejal 2008. Ferme la parenthèse. Ce gain est mesurable pour les individus fragiles, à la fois pour un certain maintien de leur sociabilité, puisqu'ils peuvent joindre leurs parents, amis, connaissances, quand ils veulent et où qu'ils soient. Ce gain se mesure aussi en termes d'accès à l'emploi, puisque équipés d'un mobile, ils peuvent répondre à tout appel d'un employeur, à toute proposition d'emploi. Et de ce point de vue, ils trouvent une parade à d'éventuels problèmes d'accessibilité en se donnant les moyens d'un lien téléphonique, à défaut d'être physique, avec leur réseau. Ensuite,
La détention personnelle d'un téléphone portable donne à ces individus une identité qui leur permet de se mettre à la marge du statut dépersonnalisant de personnes fragiles, précaires, voire assistées. Pogam 2022. En étant le support privilégié pour enfermer musique préférée, photos de famille, vidéos de soirée entre amis, mémoire des adresses de tous les membres du réseau, agenda de différents projets à court et à moyen terme, il s'affirme comme un concentré de l'identité de son possesseur, une mémoire de substitution, un prolongement de soi qu'il suffit d'exhiber pour montrer à autrui qui l'on est et ce que l'on aime. Entre parenthèses, Gonor et Ménarf, 2005. Il leur permet, comme à toute autre personne, de se révéler d'une part d'eux-mêmes, témoignant de leur personnalité, leur goût, leur histoire. Et pour eux, cependant, l'enjeu est très particulier. Le téléphone mobile leur donne une identité. En effet, il est, dans leur situation de vie, voire la solution pour conjurer l'unicité statutaire dans laquelle les politiques de lutte contre l'exclusion et la fragilité sociale ont tendance à les renfermer dans le cadre d'une catégorisation sociale à la fois stigmatisante et globale, recourant au qualificatif de personnes à difficulté, personnes à problème ou sans compétence. La conséquence directe de cette démarche est de faire primer le statut établi par rapport aux personnes elles-mêmes. Elles peuvent alors se sentir rejetées, exclues, car n'étant pas considérées selon leur unicité, mais plutôt d'après un statut normatif. Enfin, le téléphone portable revêt parfois le rôle de logement virtuel, palliant ainsi l'absence d'un logement, c'est-à-dire la disposition d'un chez-soi et d'une adresse. Ne pas avoir de logement est particulièrement disqualifiant dans une société pleine d'incertitudes, dans la mesure où celui-ci est ce qu'il reste en dernier recours, l'ultime défense face à la disqualification sociale. En effet, le logement est à la fois un abri contre le climat, une adresse personnelle et un espace à soi, une sorte de refuge de la personnalité, quoi. Perdre son logement ou ne pas en avoir, c'est perdre son adresse, son toit et son espace personnel. C'est aussi perdre son identité aux yeux d'autrui et des administrations devenues alors non situables dans l'espace et le registre des politiques. Pogam 2002, entre parenthèses. C'est aussi la capacité à s'approprier un espace pour lui donner les couleurs de sa personne qui s'évanouit. Dès lors, en reportant son univers personnel sur son téléphone, en utilisant ce dernier comme une adresse, puisque toujours joignable dans la mesure où cet objet le suit partout, l'individu fragile transforme son portable en un logement dont ne subsistent certes que les aspects symboliques, virtuels, mais qui lui permet de garder un pied dans la société. Il trouve ainsi dans son téléphone portable une ressource ultime pour faire face à la disqualification et ne pas se résigner dans l'assistanat. Preuve encore une fois de cette réactivité intégratrice qui l'anime et lui permet, quand l'œil extérieur peut avoir l'impression d'une marginalisation totale, de se maintenir dans la société par rapport à ses propres ressources et de s'adapter au gré des évolutions. Beaucoup, on a essayé de transformer ça en littérature. Alors je disais tout à l'heure que les essais de l'Œil d'Or sont tous très bien écrits. Un peu la... J'avoue qu'en sociologie urbaine, c'est quasiment impossible. Il y a un effet jargonneux et une manipulation permanente de le mot m'échappe. Concept, merci, de concept et d'autoréférence et de renvoi qui est assez extraordinaire. Et puis il y a un jeu étonnant qui était une des raisons pour lesquelles j'avais fait l'université en courant, de position de neutralité absolument effrayante. C'est-à-dire que on est quand même en train de lire un texte qui nous explique que la Poste qualifie les gens d'handicapés de l'offre parce qu'ils ne sont pas capables d'utiliser les réseaux les plus rentables pour la Poste. Et un texte qui dit que le téléphone portable, finalement, peut remplacer le logement en devenant un logement virtuel. C'est d'un cynisme total. Et en même temps, l'auteur n'est pas cynique. L'auteur est un vrai humaniste qui travaille réellement sur ces problématiques-là et ne dit pas que ce sont de bonnes solutions. Simplement, c'est un chercheur, donc il est en surplomb
Et il a cette espèce de discours un peu jargonneux, assez étrange, où finalement il pose les éléments avec une certaine froideur, un jargon très technique de renvoi, telle étude, telle étude, telle étude. Et nous, en lisant cela, une fois qu'on a fermé le texte, qu'on a terminé cet article un peu épuisant, on se dit mais c'est horrible ce que je viens de lire. Et c'est assez impressionnant. Et on a relevé quand même une... Enfin, tu as tiqué quand la phrase a été lue, mais il y en a une qui est fantastique, c'est vers la fin. C'est aussi la capacité à s'approprier un espace, en parlant du téléphone donc, pour lui donner les couleurs de sa personne qui s'évanouit. Il y a de la littérature. C'est très très beau. Donc, Transformation des horizons urbains, c'est l'un des titres de ta collection Critique et Cité. Oui. Que tu mènes en lien avec Frédéric Deconey. José Frédéric de Roubaix. José Frédéric intervient, mais indirectement. En fait, sur l'architecture et l'urbanisme, je dirais que j'ai 3 axes et 2 rencontres. Il y a la collection dite de sociologie urbaine que j'ai montée avec José Frédéric de Roubaix, la collection d'urbanisme qui sont en train de se fondre que j'ai montée avec la Cité internationale. Et après, il y a les monographies d'architectes, qui est un domaine que je n'avais pas encore trop mis en place, mais j'en ai 3 qui sortent là. Une sur Alexis Josic, une sur Chartier-Corbasson et une sur Colbock et Franzen. Voilà. Donc, les monographies d'architectes, c'est assez facile. On parle de bâtiments, ils existent ou ils n'existent pas d'ailleurs. Et on présente des objets. Donc ça, c'est assez simple. Urbanisme et sociologie urbaine, c'est un peu plus compliqué. Donc l'urbanisme, on est dans le traitement concret de problématiques de la ville. Comme c'est fait avec la Cité internationale, on est toujours sur un axe où on rebondit sur des problématiques propres à la Cité internationale. Franchir le périphérique, loger des étudiants, rénover des bâtiments. Mais on fait venir des architectes, des sociologues, enfin des urbanistes ou des politiques qui débattent d'un sujet donné. Et sur la collection de sociologie urbaine que j'ai montée, que j'ai monté avec de Roubaix, mais c'est quand même de Roubaix qui en est l'instigateur, il avait très envie d'analyser les problématiques de la politique de la ville. Comment se fait la ville? Est-ce qu'il y a... quels sont les processus de décision, les modalités de gestion, les incidences financières, l'apparition des lois? En fait, est-ce que la ville est pensée ou est-ce qu'elle se fait par hasard? Et l'idée était de faire des bouquins qui étaient autant des analyses d'état des lieux que des boîtes à idées pour les chercheurs et les politiques. Donc sur la partie critique et cité, on est vraiment dans quelque chose d'assez pointu pour le coup. Donc on peut lâcher un tout petit peu sur le style parce que finalement on est vraiment dans la boîte à outils, et une boîte à outils, les outils sont beaux mais c'est pas non plus un bel objet. On se fait mal quand on a la main dedans. Et ça donne des textes qui sont à la fois extrêmement ardus, enfin par moments extrêmement ardus, et tout à fait surprenant. Et de temps en temps, il y a des perles d'humour noir. Il y a un très beau texte, par exemple, sur le périphérique de Marseille, le contournement de Marseille par le périphérique, qui est un projet urgent depuis 1945, et qui n'est toujours pas terminé. Donc vous avez ce texte sur la Poste, qui est assez extraordinaire. Il y a parfois comme ça des petites merveilles. Et les prochains bouquins, donc avec la Cité internationale, c'est sur la manière dont on va penser les campus, merci, les campus futurs, les campus de demain. Et en sociologie urbaine, on en a 3 en route, là, qui s'appelle gouvernance métropolitaine, donc sur les modalités de mise en place de décisions politiques et d'organisation politique des villes, avec les départements, les régions, la cité, etc. Un qui s'intitule Métropole fluviale, sur l'intégration de la notion de circulation par le biais des fleuves. On apprend que même Lille est une métropole fluviale, par exemple. Le fleuve de Lille n'est pas très gros, la ville n'a pas l'air d'être maritime, mais pourtant il y a quelque chose. Et enfin, un qui s'appelle Eau et démocratie, qui va travailler sur toute la problématique de l'accès à l'eau, et qui n'est pas, enfin, ces bouquins-là ne sont pas spécifiquement parisiens ou français. Il y a toujours une partie sur le périphérique, on parle des travaux sur les périphériques au Canada ou en Espagne, et sur les bouquins de sociologie urbaine, on va évoquer des problématiques de l'eau liées à l'Amérique du Sud ou la Chine, par exemple. Donc on est vraiment dans des optiques larges et assez ouvertes. Et
Et en fait, l'archi et l'urba sont des choses que j'aime particulièrement et ça m'oblige à travailler dessus en les publiant. Par exemple, je n'aurais jamais lu Transformation des horizons urbains si je ne l'avais pas publié. Alors du coup, j'ai lu 2 fois, ce qui est horrible. Est-ce que la publication de ces ouvrages, ça traduit un engagement ou une certaine vision de la société, même de manière un peu détournée? L'urbanisme est politique, toujours. Il n'y a pas de... Donc pas détourné. Non, non, c'est frontal. Je pense que quelle que soit votre coloration politique, la manière dont se pense... En plus, l'urbanisme, on a tendance à se dire que c'est les villes, mais en fait, l'urbanisme, c'est le territoire. La manière dont le territoire est pensé est l'un des... C'est ce qui, politiquement, influe quasiment le plus sur nos villes, en fait. Que ce soit les modalités de circulation, les lois sur les bâtiments, l'organisation des campagnes par rapport aux villes, tout ce qui est lié à l'urbanisation est de la politique. Il n'y a pas plus politique que l'urbanisation. Donc de fait, publier des bouquins d'urba, c'est publier des boîtes à outils destinées aussi bien aux urbanistes qu'aux politiques. Et j'ai envie de dire, quelle que soit leur couleur politique, même si finalement on a des points de vue, de fait. Et je ne vous dirai pas là. Mais...